Téléspectateurs de Canal Éducation, nous sommes heureux de vous retrouver pour aborder avec vous aujourd'hui un thème d'une actualité brûlante, parce qu'il s'agit alors du sous-secteur de l'éducation nationale, le préscolaire, qui, comme vous le savez, est un sous-secteur souvent méconnu. On a dit même, pour ne pas employer le mot marginalisé, en tout cas dans la pyramide éducative au Sénégal. Nous avons donc aujourd'hui le plaisir pour aborder ce sous-secteur de l'éducation nationale, un homme du Sérail, un pur produit d'ailleurs de ce sous-secteur, M. Fallou Mbow. M. Fallou Mbow est ou a été professeur titulaire des universités CAMES 2021. Il est docteur d'État de l'université Paris 12 de Créteil, France, et de l'UCAD en sciences du langage. Il est enseignant-chercheur formateur à la FASTEF depuis 2000. Il est inspecteur général de l'éducation et de la formation option préscolaire au ministère de l'Éducation nationale. Bonjour, M. Mbow. Bonjour, M. Bey. C'est un réel plaisir de vous retrouver pour aborder avec vous, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, un sous-secteur qui malheureusement n'est pas très connu, en tout cas qui doit être revisité alors pour que les Sénégalais puissent connaître son importance et le rôle qu'il peut jouer, n'est-ce pas, dans la pyramide éducative. Donc, bonjour, on vous donne la parole en guise de présentation. Merci, M. Bey. Permettez-moi d'abord, M. Bey, de vous remercier pour cette invitation à participer à cette émission très importante, mais aussi de vous féliciter pour le regain d'intérêt qu'on remarque depuis quelque temps au niveau de la DRTS. Et à travers vous, féliciter la DRTS dans son ensemble, avec toutes ses équipes, à la tête desquelles se trouve le directeur Massamba Thiam. Permettez-moi aussi de saluer mes supérieurs hiérarchiques, ou bien quelques-uns de mes supérieurs hiérarchiques, et certains de mes collaborateurs. Je voudrais saluer le ministre de l'Éducation nationale, Safa Mbaba Guirassy, pour le travail, l'excellent travail qu'il fait. Je voudrais saluer aussi Aïssatou Lena Sen, l'IGEF, la doyenne des IGEF. Je salue aussi des collaborateurs ou collaboratrices, en l'occurrence le directeur de l'éducation préscolaire, Tengelaba, mais aussi la directrice de l'Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits, Adjaratou Djamil Diallo. Ceci étant dit, M. Bey, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Ça me ferait juste plaisir d'ajouter, je n'ajoute rien, ça a été complet, votre présentation a été complète. Il me plaira tout juste de dire que, et ça vous l'avez dit implicitement, je suis éducateur de formation à l'origine. Je préfère même qu'on m'appelle éducateur au titre de professeur, puisque je suis éducateur de formation depuis l'ANEP de Louga, promotion 1985-1986. Et depuis lors, je n'ai pas abandonné le préscolaire que j'aime beaucoup. Merci beaucoup. Très bien. Justement, Monsieur Mbow, qu'est-ce que l'éducation préscolaire? Monsieur Bey, l'éducation préscolaire, justement, vous l'avez dit au niveau de votre présentation, c'est un sous-secteur
à la limite méconnu dans le vrai sens du terme. Et à telle enseigne que la notion d'éducation préscolaire, qui peut recevoir plusieurs acceptions, une acception technique et une acception par extension. Mais dans l'acception technique, éducation préscolaire, cela veut dire un sous-secteur du système éducatif, d'un système éducatif de données, quel qu'il soit, qui s'adresse en priorité aux enfants généralement âgés de 3 à 6 ans. Donc c'est cette tranche d'âge qui est concernée et l'objectif assigné à l'éducation préscolaire, c'est d'arriver à un développement global sur le plan socio-affectif. J'allais dire aujourd'hui avec le jargon de plus en plus utilisé, socio-émotionnel, sur le plan psychomoteur et sur le plan cognitif, donc les savoirs. Donc c'est pour les mettre dans les dispositions leur permettant de recevoir des apprentissages qui ultérieurement leur permettront d'entrer à l'école élémentaire avec plus de succès, avec plus de chances de réussir. En gros, c'est ça l'éducation préscolaire. Mais je disais que dans une définition par extension, c'est-à-dire au sens étymologique, bien sûr, c'est toute structure qui se trouve un peu, disons, en amont du scolaire. Le scolaire, quand je dis le scolaire, l'entrée à l'école obligatoire, c'est-à-dire école élémentaire. Toute structure, quelle qu'elle soit. Voilà. Très bien. Tout à l'heure, dans votre intervention, vous avez dit que ça concerne justement les enfants donc, de la tranche d'âge de 3 à 6 ans. Mais pourquoi ce choix? Ce choix est dicté par le fait que c'est à cet âge que les conditions optimales qui doivent permettre à un enfant de recevoir des savoirs, des connaissances, c'est-à-dire d'être soumis à un apprentissage diversifié, c'est à cet âge-là que ces conditions-là sont réunies vraiment de façon optimale. Ça ne veut pas dire qu'avant, l'enfant ne peut pas apprendre quelque chose, mais il est évident que c'est un peu plus difficile. Donc, sur le plan éducatif, mais il est évident aussi que l'enfant n'a pas seulement à recevoir de l'éducation. Il a à recevoir aussi beaucoup d'autres choses liées aux soins, à la sécurité, liées à la santé, etc. Mais vraiment, pour les apprentissages, à proprement parler, c'est à cet âge-là, entre 3 et 4 ans, si on considère l'âge d'entrée, mais ça va jusqu'à 5 ans, 6 ans. C'est à cet âge-là vraiment que l'enfant est à même de recevoir un enseignement dans tous les domaines, dans ces 3 domaines que j'ai précités tout à l'heure. Est-ce qu'au niveau parmi les spécialistes, il y a une unanimité par rapport à cette tranche d'âge-là? Y a-t-il débat ou non? Oui, bon, disons, on peut... oui, il y a débat, tout simplement dans le sens où les textes, en tout cas au Sénégal, par exemple, les différents décrets depuis 1975 et le décret aussi de 1978 disent bien 2 ans. Mais ça, c'est technique. 2 ans, ça veut dire 3 ans, puisqu'on considère l'année civile. C'est-à-dire que vous avez 2 ans, l'année civile n'est pas encore à son terme. Si, au bout de l'année civile, c'est-à-dire le 31 décembre, vous avez 3 ans révolus, malgré le fait que vous ayez commencé par 2, on considère donc, vous voyez, cette fluctuation-là, ce n'est pas vraiment un débat, c'est parce que le législateur considère l'année civile 2 ans, 3 ans. Et aussi, le débat aussi peut exister au niveau simplement parce que aussi, il n'y a pas que le préscolaire. Nous y arriverons tout à l'heure. Il y a aussi la petite enfance. Il y a d'autres tranches d'âge qui ne doivent pas être laissées en rade. Parce que cette tranche d'âge-là aussi importe beaucoup pour l'avenir
de l'être humain. Justement, pourquoi parle-t-on d'éducation préscolaire et de la petite enfance? Y a-t-il des nuances, des différences ou qu'est-ce qui se passe réellement? Voilà. Merci beaucoup, M. Bey. C'est une question importante aussi qui permettra de vraiment faire connaître encore mieux le sous-secteur. Je disais tout à l'heure que dans une définition par extension, il est possible même de considérer que l'éducation préscolaire va de la naissance à 6 ans, puisque cette tranche d'âge-là est considérée par certains comme étant la petite enfance en général. Donc c'est dans cette tranche d'âge-là qu'on retrouve la tranche d'âge qui concerne l'éducation préscolaire entre 3 ans et 6 ans, tranche d'âge au niveau de laquelle on considère que l'enfant est à même de recevoir des enseignements-apprentissages. Donc si on parle de petite enfance, c'est parce que les systèmes éducatifs ne sont pas unanimes. C'est peut-être ça que vous disiez tout à l'heure en parlant de débat. À commencer, l'offre éducative concernant les enfants, les tout-petits, a commencé cette offre-là, soit dès l'an 1 de la naissance, ou alors à 3 ans. Ceux qui commencent par l'an 1, ces systèmes éducatifs-là considèrent que la petite enfance, justement, va de 1 à 6 ans et que dans cette tranche d'âge-là, il faut offrir aux enfants non seulement l'éducation, mais aussi la sécurité, la santé, la nutrition et même la protection. Alors que à partir de 3 ans, c'est vraiment l'éducation préscolaire au sens restreint. Pas le sens englobant qui commence dès la première année, mais le sens restreint, c'est-à-dire sens technique, j'allais dire même, un sens technique, parce que c'est ça, c'est ce sens-là qui réserve à l'offre éducative ces aspects liés aux apprentissages, liés au cognitif. Aspects qu'on ne peut pas prétendre, disons, aborder dès la première année. Ça se voit, ça se comprend. Ça se comprend aisément puisque les conditions optimales, comme je le disais tout à l'heure, n'étant pas encore réunies dès la première année de la naissance. Donc c'est ça qui explique. Donc la différence, c'est vraiment ça. Certains systèmes éducatifs considèrent la petite enfance comme étant une tranche d'âge qui va de la première année à 6 ans et l'offre prend en compte toute cette partie. D'ailleurs, d'autres systèmes éducatifs considèrent que l'offre concernant les tout-petits ne doit concerner que la tranche d'âge 3 ans, 6 ans. C'était l'option première du Sénégal d'ailleurs, au tout début. En tout cas, au niveau public, au niveau officiel, et c'est jusqu'à présent d'ailleurs au niveau du public, à l'exception peut-être de la case des tout-petits, les écoles maternelles prennent les enfants à 3 ans révolus. Mais justement, dans un contexte plus lent comme le Sénégal, est-ce qu'il n'y a pas de difficulté véritablement pour une véritable prise en charge justement de ces enfants, parce que en règle générale, ils sont de milieux plus lents différents, etc., etc. Vous, en tant qu'expert, est-ce que vous avez pu constater que effectivement la langue aussi peut-être aussi être un obstacle pour un épanouissement de cette tranche d'âge? Oui, oui, je confirme. La langue véritablement peut être un obstacle, puisque toutes les recherches récentes comme anciennes d'ailleurs sont unanimes à reconnaître que une langue apprise précocement, s'il s'agit de la langue maternelle, permet de mieux réussir ultérieurement dans les apprentissages. C'est une garantie de réussite, puisque ça va de soi, la langue véhiculant une culture. Si on commence par la langue maternelle, bien sûr, on réunit le maximum de chances pour nous permettre de réussir la scolarité ultérieure. Ça, c'est indiscutable. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'aujourd'hui au Sénégal,
on a opté pour le modèle harmonisé d'enseignement bilingue qui capitalise l'ensemble des expériences que nous avons connues en matière de langue nationale et d'introduction des langues nationales depuis 1960. Nous avons connu beaucoup d'échecs, mais le modèle harmonisé se présente comme un modèle qui unifie, qui vraiment développe les langues nationales à l'école, les langues maternelles, dès la grande section. Et à ce niveau d'ailleurs, dans le préscolaire, même avant l'avènement du MOEPS, le préscolaire a toujours préconisé l'apprentissage à travers les langues nationales, étant entendu que la loi d'orientation de 1991 déjà stipulait qu'il faut dispenser les enseignements au préscolaire depuis la petite section en utilisant les langues nationales, même si en grande section on permettait quand même d'introduire petit à petit le français. Très bien, je crois que je rappelle d'ailleurs à nos téléspectateurs que M. Mbow nous a promis un second entretien. Je crois que ce que vous avez soulevé là, nous l'aborderons encore beaucoup plus en profondeur dans notre second entretien parce que ça va être consacré aux perspectives et surtout à la refondation curriculaire. Maintenant que nous avons un peu campé ce qu'est l'éducation scolaire, la différence entre la petite enfance, en tout cas, il faut maintenant voir un peu quand est-ce que cette éducation scolaire existe au Sénégal. C'est-à-dire que donc, comment cette éducation a-t-elle évolué depuis la période coloniale jusqu'à l'accession, n'est-ce pas, de notre pays à la souveraineté internationale? Est-ce qu'on peut revenir un peu sur cet aspect-là? Oui, M. Bey, c'est une question importante aussi, puisque ça nous permet quand même de faire une plongée dans notre histoire relative à l'éducation préscolaire. Il faut dire que l'éducation préscolaire, dans son acception large, comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire au sens étymologique, prenant en compte la première année de la naissance à 6 ans, cette éducation préscolaire a existé au Sénégal avant les indépendances. Et avant les indépendances, ce sont les missionnaires occidentaux arrivés au Sénégal avec certaines activités pastorales. Il y avait estimé nécessaire d'ouvrir des écoles maternelles. Et à l'époque des garderies, je reviendrai sur la différence entre ces concepts. Voilà. Donc à cette époque-là, déjà, on a connu la première école maternelle ou la première garderie qui a existé, c'était à Saint-Louis, en 1822. Donc avant 1822. Avant les indépendances, 1822. Avec l'arrivée de Jean d'Arc. Voilà, de Jean d'Arc, voilà, à peu près. Ensuite, 1960-1970, il y a eu un balbutiement. C'est-à-dire notre école, notre éducation préscolaire a cherché à prendre vie, à prendre forme, à exister, à s'incruster tant bien que mal dans notre système éducatif général qui a existé depuis longtemps. Et c'est ainsi que cette vision consistant à créer des garderies qui pouvaient être des garderies saisonnières, c'est-à-dire permettant notamment à certaines femmes de s'occuper de leur champ ou bien de leur foyer, et surtout dans les rizières avec les Casamançaises. Ces garderies-là ont été créées par exemple en Casamance en 1962. 1962, il y a eu à Tandjem, en Casamance, la première garderie saisonnière, et où il y a aussi eu des garderies permanentes, c'est-à-dire qui pouvaient garder les enfants jour et nuit, un peu comme les pouponnières. Dans cette évolution, en 1965, nous avons connu la création de la première école maternelle publique. Cette fois-ci, ce n'est plus une garderie, c'est une école maternelle publique à l'image des écoles maternelles que nous avons aujourd'hui au niveau national. C'était à Amitié 1, à Dakar.
à Amitié 1. Cette école existe jusqu'à présent? Existe jusqu'à présent. Nous, en tant que formateurs d'inspecteurs, en compagnie des élèves inspecteurs, nous allons souvent là-bas pour pratiquer l'inspection. Voilà, donc en 1965, il y a eu cette création. C'était l'époque des balbutiements. Et dans toutes les grandes capitales du Sénégal, voilà, on pouvait trouver des garderies ou des écoles maternelles, soit à viser, soit avec l'intention disons, de les garder la saison, ou alors de les garder de façon permanente. Ensuite, dans cette évolution, en 1970-1980, c'est la période d'expansion. Véritablement, parce que c'est à cette période-là que les textes même, le cadre réglementaire va être conçu. C'est à cette époque que le cadre, c'est-à-dire le décret 70-1975, qui stipule que les structures chargées de l'éducation des enfants sont les suivantes. On pourra y revenir, nous les connaissons. Il s'agit des garderies, des écoles maternelles, des garderies, des jardins d'enfants, des classes enfantines et des écoles maternelles. Est-ce qu'on peut, pour chaque structure donnée, on peut donner les grands traits? Voilà, voilà, merci. Ça montre simplement que le préscolaire est un sous-secteur très complexe, avec des offres extrêmement diversifiées. C'est ça qui le rend difficile à être appréhendé. Néanmoins, le législateur a cherché à y mettre de la lumière, d'abord en créant ce décret, cette loi, c'est une loi, cette loi de 1975, numéro 70, pour nous dire qu'il doit y avoir, parce que sans ça, les déclarants responsables ne peuvent pas se conformer aux normes et demander une autorisation d'ouverture. Donc cette loi a dit qu'il y a au Sénégal les garderies, c'est-à-dire des structures qui reçoivent des enfants de 1 à 6 ans, mais dont le personnel n'est pas du tout qualifié. Il n'y a pas de formation. Il n'y a pas de formation professionnelle et la prise en charge est communautaire, à la limite. Et c'est dans cette perspective d'ailleurs que s'inscrivent les cases communautaires qui existent aujourd'hui. À la différence des cases gérées par l'État. Il y a des cases qui sont communautaires et des cases gérées par l'État à travers l'Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits. Bon, donc je disais qu'il y a donc, les garderies qui peuvent être communautaires ou des cases. Le législateur, dans cette loi, dit qu'il y a aussi les jardins d'enfants. Les jardins d'enfants reçoivent des enfants de 2 à 6 ans, mais ils disposent, eux, de titres, le personnel dispose de titres obtenus par décret. C'est peut-être le correspondant de la case des tout-petits, version État. Parce qu'il y a la case des tout-petits, version communautaire, avec l'intervention des partenaires, mais il y a la case des tout-petits, version agence nationale, donc version État. Mais il reste entendu que toutes ces structures sont gérées par l'État et contrôlées par les corps de contrôle que sont les inspecteurs. Donc, ça, c'est les jardins d'enfants. Eux aussi, le personnel n'est pas qualifié, mais le personnel peut recevoir une formation comme le personnel de la case des tout-petits en reçoit. Mais quand même, ils ne sont pas officiellement agents de l'État. Bon, ensuite, il y a la troisième entité, c'est les classes enfantines. Les classes enfantines, pour comprendre ça, aujourd'hui, c'est des classes annexées aux écoles élémentaires. En général, c'est des classes uniques, 4 à 6 ans, qui reçoivent des enfants de 4 à 6 ans, destinés vraiment à être logés au sein même des écoles élémentaires, des établissements élémentaires. Publics, on les appelle d'ailleurs des CPE, classes préparatoires au niveau de l'élémentaire. Et pourquoi ça? C'est des gosses qui n'ont pas eu le temps de faire comme les autres un cursus normal, ou bien qu'est-ce qui fait un peu leur spécificité?
Bon, leur spécificité, c'est que tout simplement, eux, ils ne font pas le cursus normal du préscolaire. Ils font 1 an ou 2 ans maximum. D'ailleurs, en général, c'est 1 an. 1 an parce que peut-être ils n'ont pas eu l'opportunité de commencer le préscolaire dès l'âge requis, c'est-à-dire 3 ans, parce que là-bas, c'est 4 ans, 5 ans. Et certains, d'ailleurs, la plupart viennent là-bas à 5 ans. Et c'est pour une préparation effective pour leur entrée à l'école élémentaire. C'est une façon de les familiariser avec le milieu, avec l'environnement et de les préparer vraiment de façon optimale à recevoir les apprentissages ultérieurs de l'élémentaire. Et ça existe un peu partout dans ce pays? Oui, ça existe un peu partout. D'ailleurs, nous y reviendrons peut-être. C'est une de nos options au niveau de la DEPS, au niveau de l'IGEF. En tout cas, suite à beaucoup de débats que nous avons il faut l'aborder rapidement. Que nous avons eu, notre option, c'est que s'il est possible de généraliser le préscolaire, cette généralisation devra passer par... Donc ça, ce sont les perspectives. Voilà, ouais, peut-être ce sont les perspectives. On va y revenir. Donc maintenant, et là, on est dans les classes enfantines. Voilà, et l'autre catégorisation, c'est quoi? Merci beaucoup. L'autre catégorie, c'est maintenant ce qu'on appelle l'école maternelle maintenant. L'école maternelle qui a un personnel formé, qualifié et dont les agents disposent d'un certificat d'aptitude pédagogique à l'instar du diplôme professionnel dont disposent les instituteurs, puisqu'ils sont formés dans le même temps que les instituteurs. D'ailleurs, à l'époque, ce n'était pas une formation polyvalente, c'est celle que j'ai subie à l'ENEP de Louga, mais actuellement, c'est une formation polyvalente. Ce sont donc les éducateurs qui subissent une formation à travers les CRFPE. À l'époque, c'était l'ENEP de Louga ou École normale régionale, ensuite les EFI, et maintenant, ce sont les CRFPE qui les forment. Et quand ils sont formés, ils sont les uns affectés à l'élémentaire, les autres affectés dans les écoles maternelles. Donc ces écoles maternelles sont spécifiquement publiques et le personnel est qualifié. C'est ça la différence. Et ces écoles maternelles reçoivent des enfants de 3 ans révolus à 6 ans. 3 ans devant être compris comme l'âge disons, qui peut être révolu au cours de l'année civile, comme je l'ai dit. Parce que l'année scolaire commence en octobre, tu peux avoir 2 ans, 6 mois, mais il est évident que au moment de l'inscription, tu n'avais pas 3 ans, mais si on continue jusqu'au 31 décembre, vous aurez 3 ans. Seules les écoles maternelles se préoccupent de cet âge-là, qui est un âge réglementaire qui est déterminé par la loi. Très bien. Mais avant de revenir un peu sur les réformes et initiatives clés concernant le sous-secteur préscolaire, vous avez tout à l'heure dit que les premières écoles datent de 1822, mais est-ce qu'on peut très rapidement savoir un peu quels étaient les objectifs pour le colon? Oui, les objectifs, je les ai un tout petit peu, disons, brossé tout à l'heure, un tout petit peu. C'est-à-dire que, en fait, comme c'est des garderies, comme le nom l'indique, c'est pour garder les enfants lorsque leurs parents sont au travail. C'est un peu à l'instar des crèches, mais à la différence des crèches, ce n'est pas à partir d'un certain âge, ce n'est pas avant moins 1 an. Avant moins de 1 an. Voilà, donc c'était pour les garder, permettre à leur maman d'aller dans les champs, les travaux champêtres, comme en Casamance, à Tendiem. C'était ça les objectifs. Ce n'était pas prioritairement des objectifs éducatifs. Très bien. Voilà. Très bien. Je crois que vous abordez aussi une question qui aujourd'hui aussi est d'une actualité brûlante, parce que, pour ne pas le citer, un de vos collègues, Joe Cabral, avec une de ses collègues, réalisé une étude assez intéressante, d'ailleurs, concernant un peu cette demande pressante d'offres éducatives, surtout pour les femmes actives au Sénégal. Et aujourd'hui, si je ne me trompe, tourne autour de 35%. Mais aujourd'hui, cette catégorie aussi a besoin justement de crèches, de garderies, alors en tout cas pour un meilleur suivi de leurs enfants. Et je crois que
nous aborderons probablement cette question-là avec lui pour voir maintenant, aujourd'hui, quelles sont, en tout cas, les politiques qui doivent être menées pour prendre en charge, n'est-ce pas, cette demande-là qui est de plus en plus alors importante. Mais est-ce qu'on peut revenir sur les réformes et initiatives clés concernant le sous-secteur n'est-ce pas, préscolaire au Sénégal? Voilà, merci beaucoup. Bien sûr, nous allons en parler. Je parlais tout à l'heure de l'évolution. Jusqu'en donc 1970-80, c'était vraiment une expansion. Mais néanmoins, la demande très forte, comme vous l'avez dit, est restée toujours insatisfaite. L'offre n'ayant pas pu couvrir toute la demande, pour plusieurs raisons. En 1980-90, malheureusement, c'était une période de stagnation avec les ajustements structurels. Voilà, rien n'avait bougé. C'était vraiment, tout était en veilleuse. Mais justement, les offres éducatives, les initiatives, les bonnes, qui vont permettre de donner une impulsion véritable au sous-secteur, vont arriver à partir de 2000, jusqu'à nos jours. Parce qu'à partir de 2000, on a senti justement la nécessité de ne pas du tout s'arrêter systématiquement à 3 ans, mais de descendre encore davantage. Puisque la petite enfance, c'est-à-dire de 0 à 3 ans, cette tranche d'âge-là aussi, doit être prise à bras-le-corps pour une offre éducative, sanitaire, sécuritaire, digne de ce nom. C'est ainsi que, déjà en 2004, on a créé la Case des Tout-Petits, l'Agence nationale de la Case des Tout-Petits, qui à l'époque était domiciliée à la présidence de la République en tant qu'agence. Et je disais tout à l'heure que ceux qui avaient fait cela n'avaient pas tort, parce qu'en réalité, la visée n'était pas fondamentalement éducative. C'était aussi surtout une visée sanitaire, nutritionnelle, etc., offre que peut-être les structures habituelles comme les écoles maternelles ne pouvaient pas du tout prendre en charge. Donc la petite enfance 0-3 ans, cette case-là qui a été créée devait répondre à cette demande, mais malheureusement sans tenir compte des crèches. Les crèches n'ont existé que récemment, j'en parlerai tout à l'heure. Je veux dire leur réglementation. Elles ont existé, mais pas réglementées, comme aujourd'hui. Alors, donc, à cette époque-là, donc, il y a eu cette création. En 2007, on crée ce qu'on appelle PDIP, c'est-à-dire le programme de développement intégré de la petite enfance. C'était pour apporter une approche holistique, c'est-à-dire santé, nutrition, etc., à côté de l'éducatif, tout en prenant en compte l'éducatif, puisque la petite enfance prend en compte aussi les aspects éducatifs, mais en prenant aussi soin de développer la nutrition et les autres aspects de la santé, la protection. Bon, donc vous voyez, on pensait à ça, c'est pourquoi ce texte a existé. Maintenant, en 2010, mieux que tout ça, on va créer l'Agence nationale de la petite enfance et de la Case des Tout-Petits. Vous voyez que ça a évolué. Oui. De Case des Tout-Petits tout court, on est arrivé à l'Agence nationale de la petite enfance et de la Case des Tout-Petits. Donc, pour mieux prendre en charge cette demande, éducation, nutrition, santé, protection, etc. Donc, dans une approche holistique. Bon, donc, en 2010, vous allez voir, en 2000, ça c'est la petite enfance, vraiment, donc, que j'ai appelé, une période que j'ai appelée renouvellement, extension, tous azimuts, puisque c'est à cette époque-là que vraiment le paradigme a changé. Un nouveau paradigme mettant l'accent antérieurement sur les aspects purement éducatifs, un nouveau paradigme songeant à faire commencer ces offres-là depuis la première année. Donc depuis de 0 à 3 ans déjà, avec la Case des Tout-Petits. Donc, véritable impulsion, véritable renouvellement
véritable paradigme innovant, c'est dans cette période. Et je n'ai pas fini parce que ce n'est pas terminé, parce que on verra que donc en 2010, ça a existé, mais en 2021, il y a eu un processus de réforme du curriculum de l'éducation préscolaire. Cette fois-ci, pas de la petite enfance, mais l'éducation préscolaire elle-même, va être prise en charge avec ce qu'on a appelé la révision, que moi-même j'ai supervisé de 2021 à 2024. Et en 2023, il y a eu maintenant un décret permettant de réglementer les crèches et d'autoriser leur ouverture après une petite enquête qui part de la région. Quelles sont les grandes lignes de cette autorisation? Cette autorisation, c'est-à-dire pour être autorisé, parce que c'est des soins, c'est des offres, il faut remplir certaines conditions pédagogiques, certaines conditions sanitaires, certaines conditions sécuritaires, pédagogiques, sanitaires, sécuritaires. Après une enquête effectuée par une commission mise en place d'abord à partir de la région, mais le tout supervisé par l'Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits, que dirige aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, Khadijatou Djamil Diallo. Très bien. Donc c'est rigoureux, parce que souvent aussi on note certains accidents malheureux, certaines négligences. En tout cas, sur ce rapport-là, je crois qu'il y a à être très vigilant, parce que quand même, c'est une question aussi d'enfants très sensibles, etc. C'est ça. Véritablement, les gens respectent rigoureusement les conditions d'ouverture. Voilà, c'était ça le problème. La lacune se trouvait à ce niveau-là. Pendant longtemps, vous imaginez-vous, depuis avant les indépendances, comme je l'ai dit, jusqu'à ce jour, les crèches n'ont jamais été réglementées. Et pourtant, elles existaient. C'est jusqu'en 2023 seulement qu'il y a eu la décision, à travers un décret, de réglementer, parce que les enfants n'ont jamais été en sécurité. On ne les a jamais pris en charge comme il se doit sur le plan sanitaire aussi, ni sur le plan pédagogique. Voilà, donc c'est sûr, vraiment il y avait beaucoup de problèmes, mais aujourd'hui, sauf s'il y a des erreurs ou des manquements, les crèches qui existent actuellement sont autorisées suite à une inspection effectuée en bonne et due forme. Maintenant, j'ai oublié tout à l'heure d'ajouter dans cette effervescence de renouvellement, vous me permettez de l'ajouter, en 2024, le ministère de l'Éducation nationale, sous la houlette de son actuel ministre, le ministre Moustapha Mbaba Guirassy, a décidé d'unifier le sous-secteur, qui comprend deux entités, comme vous l'avez remarqué, une entité petite enfance, et pourtant qui avait aussi un pied sur ce que nous avons appelé éducation préscolaire au sens technique, et éducation préscolaire. Unification, en ce sens que la petite enfance qui était domiciliée jusque-là au ministère de la Famille et de la Solidarité est maintenant domiciliée carrément au ministère de l'Éducation nationale, en coprésence bien sûr avec l'ADEPS. Mais néanmoins, il y a donc cette tentative d'unification pour plus de cohérence et pour plus d'efficacité. Donc, c'est fini la dualité entre les deux structures, entre l'éducation préscolaire et l'agence, n'est-ce pas, de la case de la petite enfance. Est-ce que cette dualité-là est toujours perceptible, ou bien c'était juste plus une opportunité, ou bien l'obstacle continue jusqu'à présent? Voilà, je ne vais peut-être pas l'appeler dualité dans le sens négatif du terme, dans le sens où il y a une opposition, dans le sens où il y a un tiraillement entre les deux structures, les deux
des deux entités, mais je vais l'appeler peut-être, en tout cas, quelques chevauchements, quelques conflits, pas au sens conflit entre êtres humains, mais conflit de compétences, voilà. Conflit de compétences, dans la mesure où, vous l'avez vu, le chevauchement, la case des tout-petits prend en charge, puisque si on parle de la définition en général, puisque ce qui rend difficile la compréhension du préscolaire, c'est aussi ça, ces définitions techniques qui interfèrent avec des définitions étymologiques ou par extension. Vous voyez, la petite enfance, vraiment dans son sens étymologique, certains même la définissent en disant qu'elle va de 0 ou bien de 1 an à 6 ans, voire 8 ans pour certains. Donc, si on vous responsabilise en vous confiant cette tranche, vous allez considérer logiquement que vos responsabilités s'étendent de 0 à 6 ans, alors qu'entre 3 et 3, il y a une autre structure qui gère. C'est la difficulté. Donc, des chevauchements, parfois des conflits de compétences, des répétitions, des redites, en somme, une certaine incohérence. Vraiment dans la mise en œuvre. Oui, je crois que dans les perspectives, certainement, nous aborderons pour avoir plus de fluidité et plus de clarté. Maintenant, comment les familles et les communautés perçoivent de manière générale l'éducation préscolaire au Sénégal? Bon, les communautés, en tout cas pendant longtemps, n'ont pas toujours adhéré, sauf si, comme on l'a dit, l'éducation préscolaire, dans sa définition étendue, permet justement de garder, permet aux femmes de s'occuper des travaux champêtres, permet à certains travailleurs d'aller au boulot. Donc, sauf dans ces conditions-là, ces communautés n'ont pas toujours adhéré pour plusieurs raisons. Parfois, on a considéré que la petite enfance, c'est la famille qui s'en occupe. D'autres considèrent que la petite enfance, surtout pour des raisons culturelles ou religieuses, doit être prise en charge par les daara. D'ailleurs, voilà, là je vais ouvrir une petite parenthèse. J'ai oublié tout à l'heure, dans l'effervescence et le renouvellement, il y a les daara préscolaires, que j'ai oublié. Les daara préscolaires. Les daara préscolaires. Les daara préscolaires et les préscolaires et les garderies franco-arabes. Donc ça fait partie de voilà, vous voyez que c'est vraiment un milieu très hétérogène, très composite et complexe. Les daara préscolaires viennent vraiment pour répondre. C'est parce que j'ai parlé tout à l'heure de la conception, c'est parce que beaucoup de parents, majoritairement, parce que nous sommes dans un pays à 90% composé de musulmans, majoritairement militeraient en faveur d'une offre édicative et surtout religieuse. On va y revenir. On va aborder cette question-là. Voilà. Parce que je crois que, d'ailleurs, on y est. Oui. Je crois que pendant longtemps aussi, il y a eu un obstacle pour la vulgarisation du préscolaire au Sénégal. C'est qu'en tout cas, du point de vue religieux, beaucoup pensaient que c'était un moyen de combattre alors, en fait, l'islam. Et que, bon, on apprend à ces jeunes que danser, etc., etc. Donc, il fallait donc... Il y a eu de la réticence, je crois bien. Vous, en tant que spécialiste, comment vous cernez tout cela? Oui, effectivement, c'est très compliqué. Parce que pour d'aucuns, les enfants passent leur temps à jouer. Et pour d'aucuns, qui se comportent en quelque sorte en militants des valeurs culturelles ou de la religion, considèrent que c'est une mission civilisatrice imposée par le colonisateur. Ce qui fait qu'il y a eu une petite réticence. Sans compter maintenant les difficultés financières. Parce que même si les sommes demandées sont modiques, dans certains milieux, ce n'est pas facile. Donc nous autres, nous étions conscients de ça. Moi j'en étais vraiment conscient. De sorte que la généralisation de l'offre éducative préscolaire
se heurte à cette conception-là, cette représentation que les communautés ont du préscolaire comme étant un milieu où on chante, où on joue, comme étant un milieu d'aliénation, parce que l'offre éducative a été héritée et imposée depuis la colonisation. Oui, justement, je crois que ça pose un débat que j'ai eu avec un acteur à l'époque de la grande réforme de 1981, donc ce qu'on appelait un peu avec Ibader à l'époque l'école nouvelle. Je crois que cette dimension de l'introduction de l'enseignement religieux avait été déjà posée comme conditionnalité peut-être encore pour une adhésion massive des populations, des communautés de manière générale. Mais je crois qu'on a tardé quand même peut-être à aller à la réalisation, n'est-ce pas, de ce vœu exprimé. Hein. Maintenant, je crois que, comme vous l'avez dit, il y a maintenant plusieurs offres. Il y a les daara, vous avez dit, préscolaires, etc., les garderies, etc. Les garderies franco-arabes. Franco-arabes. Je crois que maintenant, les gens commencent à adhérer. Si déjà on unifie tout ça, je pense bien que, alors, ça nous pose d'ailleurs, ça pose le problème de comment vous voyez l'accès, l'offre, etc., n'est-ce pas, aujourd'hui, de cette éducation-là. Aujourd'hui, quels sont les véritables obstacles à sa vulgarisation, d'autant que maintenant, on est en train au moins de vouloir satisfaire l'attente des communautés. Maintenant, quels sont les grands obstacles à la vulgarisation de ce sous-secteur? Oui, en tout cas, le fait d'introduire des modules relatifs à la religion dans les curricula, ce qui n'existe pas à proprement parler dans ce que j'ai appelé l'éducation préscolaire dans son sens restreint. Il y a encore des choses à faire de ce point de vue, mais en ce qui concerne la petite enfance, avec la case des tout-petits, la religion est entrée vraiment carrément. Il y a même il y a un programme d'éducation religieuse avec la petite enfance, d'abord dans la case des tout-petits, mais aussi dans les daara, ça va de soi, les daara préscolaires. Et depuis lors, on a constaté un regain d'intérêt et une extension de l'accès, vraiment un agrandissement de l'accès. Puisque l'accès au préscolaire, vous le savez, pendant longtemps est resté très faible, 3%, 4, 5, 6, 7. Maintenant, on est à 19% chez les hommes et à 16% chez les 19% chez les femmes, chez les filles, et 16% chez les garçons. On constate donc que ce regain d'intérêt a permis d'augmenter vraiment l'accès. Et aussi, il faut reconnaître que les communautés commencent à comprendre, puisque de toute façon, la révision dont j'ai parlé tout à l'heure est arrivée aussi pour disons, faire tomber une certaine conception du préscolaire comme étant un lieu où on joue. Parce que dans ce nouveau programme révisé, vraiment, c'est des apprentissages véritables. D'aucuns d'ailleurs qualifient ces apprentissages d'élémentarisation, alors que ce n'est pas le cas. C'est que justement, il faut vraiment, sur le plan du cognitif, sur le plan du graphisme, sur le plan du socio-émotionnel, sur le plan de l'expression et du langage, il faut être plus hardi et apporter aux enfants des connaissances qui leur permettront vraiment de suivre avec le maximum de chances de réussir à l'élémentaire. Donc on prépare maintenant effectivement l'élémentaire. D'ailleurs, pour donner un exemple, à l'époque, le nombre, on abordait le nombre, l'approche du nombre s'arrêtait à 5, 1 à 5 ou 0 à 5. Aujourd'hui, on va jusqu'à 20. Alors que le CI-CP de l'élémentaire s'arrêtait déjà à 20. Donc, entre autres exemples, il y a des exemples comme ça, et ça réussit. La vérité est qu'il ne faut pas qu'on continue à sous-estimer les enfants. Les enfants sont capables de beaucoup de choses. À preuve, si on regarde les préscolaires privés, certaines écoles préscolaires privées où on prend de bonnes initiatives pour apporter ce qu'il faut, ces enfants-là, vous les écoutez parler ou bien vous les voyez écrire ou lire, vous êtes séduits.
Ils sont capables de beaucoup de choses. Je crois que vous avez abordé ici une question fondamentale. Ne pas sous-estimer les capacités des enfants. Mais vous ne pensez pas, ça me permet d'ailleurs d'embrayer avec une relance d'ailleurs, vous ne pensez pas qu'aussi ici on est tombé dans le piège parce que du vocabulaire, ce sont des apprenants. Est-ce que les appeler apprenants n'est pas plus pertinent que de continuer à les prendre toujours pour des enfants? Ne pensez-vous pas que cela aussi peut être un facteur d'inhibition? C'est ça. L'autre élément de relance, c'est justement, vous avez parlé tout à l'heure de 19 et de 16%, n'est-ce pas, du taux de couverture. Ouais. Mais je crois que ça cache aussi des disparités. Aujourd'hui, quelles sont les raisons au niveau du Sénégal où véritablement encore ça peine à décoller en ce qui concerne la petite enfance et le préscolaire? Ok. C'est deux niveaux, quoi. Ça a juste une relance, une remarque, une sorte de sous-estimation en continuant à les appeler enfants. Ensuite, au niveau du taux, quelles sont les raisons, en tout cas, où nous avons encore jusqu'à présent des difficultés pour n'est-ce pas, relancer l'éducation préscolaire au Sénégal? Voilà. Effectivement, M. Bey, vous avez parfaitement raison. Moi, je fais partie de ceux qui militent en faveur d'une évolution sémantique. C'est-à-dire, il faut oser, comme nous l'avons fait dans la révision du curriculum, parler d'éducation, bien sûr, ça va de soi, mais il faut oser parler d'enseignement aussi. C'est pourquoi nous avons parlé d'enseignement préscolaire. Éducation préscolaire, certes, c'est sûr que bon, ce qui va de soi, on n'a pas besoin de l'exprimer. Éducation, c'est sûr que d'ailleurs, tout le monde est éduqué, même à l'élémentaire, à plus forte raison, au niveau préscolaire. Donc, le fait d'accepter une évolution sémantique en parlant d'enseignement, donc comme nous l'avons fait, ou en parlant d'apprenant, comme vous l'avez si bien dit, ça permet à l'acteur du système éducatif, qu'il s'agisse de l'enseignant, de l'éducateur ou du concepteur, vraiment de dépasser cette conception d'un lieu où on joue. Au moins, ça aide psychologiquement à évoluer. Parce que moi, qui suis un peu spécialiste de sciences du langage, je sais que le langage a un pouvoir constructeur. C'est-à-dire, à force d'utiliser un concept, on finit par construire le concept, lui donner une existence et adhérer à ce concept dans nos pratiques quotidiennes. Donc, à force de parler d'apprenant au niveau préscolaire, à force de parler d'enseignement au niveau du préscolaire, on change de paradigme, tout en continuant à faire de l'éducation, ce qui ne peut pas manquer. J'ai dit que même à l'élémentaire, il y a encore obligatoirement de l'éducation. Mais étant entendu que la visée finale, c'est d'inscrire ses enfants à l'élémentaire. Or, là-bas, le préscolaire doit être un véritable levier de qualité. Donc, autant arrimer adéquatement ce qui se donne au préscolaire à ce qui devra être donné à l'élémentaire pour une cohérence. Et les disparités au niveau... Et voilà, les disparités, merci. Et les disparités, effectivement, au niveau du préscolaire, vous voyez, je disais tout à l'heure que c'est un sous-secteur très complexe. Cette complexité touche aussi, justement, les disparités. C'est un milieu très disparate et pour la bonne et simple raison que, par exemple, dans les capitales régionales ou à Dakar en particulier, l'offre éducative est surtout privée, et atteint des taux inimaginables. Ces 19%-là dont je parlais tout à l'heure, ça dépasse. Et c'est un milieu où, pourtant, tout en étant privé, on demande des sommes colossales aux parents, jusqu'à 150 000. Mais malgré tout, l'accès est boosté, pour plusieurs raisons. Bon, en zone rurale, c'est surtout l'offre communautaire avec l'aide des bailleurs de fonds ou des ONG.
ou alors l'intervention de la case des tout-petits, un peu moins l'intervention du préscolaire, bien sûr, qui est plus réglementée avec un personnel qualifié, formé, etc. Donc il y a ces disparités-là qu'il faut aussi essayer de gérer pour que la généralisation puisse réussir. Parce qu'au bout du compte, il faut que chaque enfant, où qu'il se trouve, quel que soit son sexe, puisse bénéficier des soins et des offres éducatives, mais justement, où qu'il se trouve. Très bien, ça vraiment c'est le rêve. Mais Ouais. justement, comment les représentations sociales influencent-elles la demande? Les représentations sociales ne vont pas toujours en faveur du préscolaire depuis longtemps. Mais comme je disais tout à l'heure, de plus en plus, ces représentations-là adhèrent aux offres éducatives. C'est pourquoi nous sommes allés justement de 3%, 4%, 5%, 6% ces dernières années, en tout cas récemment, à 19%. Il est évident que certaines conceptions négatives, bien sûr, peuvent constituer un frein. Mais nous essayons de régler le problème. Surtout, il y a eu des études fondamentales qui ont été faites sur le bilan des compétences du préscolaire. Et ce bilan des compétences-là, bien sûr, est très réconfortant pour les parents. C'est un moyen de les amener à adhérer à la politique de l'éducation préscolaire de la petite enfance. Justement, ça nous permet d'aborder la question des impacts, n'est-ce pas, de l'éducation préscolaire, n'est-ce pas, sur l'enseignement élémentaire. Est-ce qu'aujourd'hui, les études ont montré que c'est bénéfique ou bien il y a encore des obstacles? Est-ce que vous pouvez y revenir rapidement? Oui, il y a des obstacles, mais toutes les recherches, en tout cas que j'ai eu à visiter, y compris le bilan de compétences qui a été commandité au Sénégal et qui a été effectué par l'UNICEF avec la participation de ressources sénégalaises, ressources humaines, relevant du ministère de l'Éducation nationale en l'occurrence. Toutes ces recherches, tout ce bilan ont montré qu'effectivement, le préscolaire tel qu'il existe au Sénégal, s'il est bien géré, permet de faire disposer aux enfants devant entrer à l'école normale des compétences requises sur le plan cognitif, sur le plan socio-émotionnel, sur le plan du graphisme, de l'expression et du langage. Donc vraiment, ils maîtrisent le nombre, ils peuvent s'exprimer correctement et par conséquent, les compétences sont réelles, les acquis sont réels. Surtout, avec le curriculum révisé, on a pris en compte les lacunes qui ont existé, qui fonctionnaient, comme vous l'avez dit, comme des obstacles, c'est-à-dire déjà sous-estimer l'enfant, continuer à faire croire que c'est des jeux, mais il faut être hardi, aller vers des apprentissages vraiment bien connectés à ceux de l'élémentaire, surtout à ceux du CI et du CP. Et, très bien. Je crois que donc, les performances au niveau donc, élémentaire, primaire, comme on dit, sont réelles. Ouais. Mais aujourd'hui, vous savez, le Sénégal a un nouveau agenda, le Sénégal 2050. Aujourd'hui, vous avez parlé de difficultés et de freins. Comment, selon vous, alors les politiques publiques, dans le cadre de la territorialisation de ces politiques publiques, peuvent véritablement permettre de lever justement ces freins? Qu'est-ce qu'on doit attendre justement du sous-secteur de préscolaire avec la territorialisation des politiques publiques au Sénégal? Ouais. En tout cas, les attentes sont d'abord définies par les décisions ou les instructions au niveau international. Déjà, il y a des instructions au niveau international depuis 2000 avec le Forum de Dakar, mais aussi en 2015 aussi, et avec les ODD 4, dans son point 2, qui vraiment détermine le préscolaire et qui dit que l'éducation pour tous doit être atteinte aussi dans le préscolaire.
Et je n'ai aucun doute que nous nous inscrivons dans ça, mais comme vous l'avez dit, il y a des obstacles. Les obstacles, le premier obstacle, à mon avis, c'est de rendre obligatoire le préscolaire qui ne l'est pas. Et ensuite, un autre obstacle, on l'a dit tout à l'heure, concerne les infrastructures qui manquent drastiquement. Les infrastructures devant accueillir la petite enfance. Bien sûr, il faut construire et construire encore en rendre obligatoire en généralisant aussi la classe élémentaire dont j'ai parlé tout à l'heure, la classe enfantine annexée à chaque école élémentaire. Donc, d'ici 2050, le Sénégal pourrait s'inscrire dans ça en tenant compte de ces instructions internationales dont j'ai parlé, l'ambition disons de faire de l'éducation pour tous, EPT, éducation pour tous. Oui, c'est connu y compris dans le préscolaire. Très bien. Mais est-ce que vous ne pensez pas aussi que l'un des obstacles majeurs demeure la question des ressources? Oui, voilà, les ressources aussi. Parce que qui dit infrastructure dit ressources. Et la formation aussi. La formation aussi. C'est des défis. Tout cela nécessite des ressources. Parce que les ressources sont données par l'État, sont données par les bailleurs, sont données par la communauté aussi. N'oublions pas que nous sommes dans une compétence transférée. Donc, effectivement, les collectivités rurales participent, collectivités participent, territoriales participent, les ONG participent aussi. Mais le véritable obstacle, c'est un obstacle d'ordre financier, d'ordre lié à la formation aussi continue et initiale. Parce que cette formation est d'autant plus importante que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les véritables qualifiés dans tout ce secteur, malgré sa diversité et sa complexité, dans tout ce sous-secteur, les véritables qualifiés sont dans le préscolaire, dans son sens restreint ou technique, comme je le disais tout à l'heure. Mais les autres ont besoin encore de formation. La case des tout-petits fait beaucoup d'efforts, forme beaucoup, mais n'oublions pas qu'il y a des cases communautaires et des garderies communautaires dont les personnels ont encore besoin de formation. Or, la formation, ça pose la question de l'équité. Voilà, la question de l'équité. Ça aussi, c'est un des obstacles aussi. C'est un des obstacles. C'est pour s'ajouter au trio qualité, accès, équité. Disons, oui, c'est le trio qualité, accès et équité. Très bien. Je crois que dans les perspectives, je crois que, comme nous l'avons dit tout à l'heure, ça c'est notre premier entretien. Dans le second, naturellement, tous ces freins, tous ces obstacles. Ouais. Alors, ce triptyque accès, équité, alors qualité va être posé. Les perspectives, surtout dans le cadre de la refondation curriculaire, etc. La perception maintenant, l'évolution de la perception de l'éducation préscolaire. Vous préférez même qu'on parle d'enseignement, parce qu'une évolution sémantique s'impose, parce que quand on continue peut-être à sous-estimer, parce qu'il y a le piège un peu alors de sémantique, les enfants, inconsciemment, donc, on sous-estime un peu leur capacité. Je crois que si on les considère comme des apprenants, l'essentiel, c'est juste de pouvoir dérouler correctement les enseignements avec un personnel formé, etc. Et donc, je crois que tout cela peut-être finira par être payant. Oui, je crois que nous l'avons dit, nous sommes peut-être arrivés au bout de ce premier entretien. Je vais certainement vous donner la parole pour faire une synthèse avant de vous donner rendez-vous pour un second entretien qui va aborder carrément les perspectives alors, et surtout dans le cadre de la refondation curriculaire. Voilà, merci beaucoup, M. Bey, pour vos pertinentes questions qui permettent assurément d'y voir clair dans un sous-secteur, on l'a déjà dit, complexe, très diversifié, très divers, comprenant des offres multiformes et multidimensionnelles. Vous l'avez constaté, allant des garderies au Dara, allant de la petite enfance à l'éducation préscolaire, prenant en compte les ONG, prenant en compte les communautés ou les collectivités territoriales dans le cadre de la décentralisation. C'est un sous-secteur
qu'il importe beaucoup de clarifier, et c'est ce que le législateur a tenté. Je vous ai dit qu'en 1975, il y a cette loi qui a été d'ailleurs modifiée en 1978 dans le but de clarifier. C'est-à-dire l'ensemble des jargons, on a apporté vraiment un éclairage pour les subdiviser en 3. J'en ai parlé tout à l'heure. Donc c'est un sous-secteur complexe et c'est ça qui rend difficile sa mise en œuvre. Mais néanmoins, l'État fait beaucoup d'efforts avec la case des tout-petits et la DEPS, et je n'ai aucun doute qu'avec le curriculum révisé qui va être enrichi et complété avec la révision de tous nos curricula, je n'ai aucun doute que nous arriverons au bout du tunnel pour apporter de la véritable plus-value et changer la donne, changer la perception, rendre cette éducation préscolaire au sens étendu obligatoire si cela est possible, parce que à la limite c'est indispensable pour une réussite scolaire ultérieure et pour des ressources humaines de qualité dans le sens d'un capital humain. Voilà, donc en gros, vraiment, c'est le mot que je voulais formuler à propos du préscolaire, de l'éducation préscolaire au sens général, dans le sens général. Et maintenant, il me reste peut-être à vous dire que je suis vraiment très satisfait de votre émission et content de vous, de la qualité des questions et surtout de la perspective. Je considère que la DRTS est un organe de construction, je le disais tout à l'heure, et d'édification, de vulgarisation de ce que l'éducation nationale est en train de faire. Sans la DRTS, je ne vois pas un autre organe capable de construire ce que nous sommes en train de faire. Nous construisons, mais la construction par la communication, par le partage communicationnel est encore très importante aussi. J'ai l'habitude de dire, à mon avis, moi j'ai une lecture un peu discursiviste, c'est la DTS est un peu ce que la librairie est à la littérature. C'est un organe qui fait partie du dispositif du système éducatif. Chaque direction fait son travail. Le travail de la DRTS, au-delà des émissions que nous organisons, est un organe indispensable qui est en train de jouer son rôle, de tirer son épingle du jeu. Si je dois clôturer mon propos maintenant, c'est un mot de satisfaction exprimant ma volonté vraiment de continuer à coopérer avec vous, étant entendu que c'est un travail utile que vous êtes en train de faire. Merci beaucoup. Monsieur Mo, merci. Je crois que vous avez dit, hein, c'est le mot, collaborer, surtout avec la DRTS, par le canal, n'est-ce pas, de cette chaîne. Parce que le ministre, d'ailleurs, l'a rappelé, monsieur le ministre Moustapha Mbabe Guirassy, lors de l'inauguration d'ailleurs de ce studio, que maintenant, c'est ouvert, tout le monde doit venir alors porter le discours, rendre visible alors ce qui se fait au niveau de l'éducation nationale, dans toutes ses composantes. Et aujourd'hui, je crois que vous inscrivez résolument dans ce siège. En tout cas, nous appelons de toutes nos forces, tous les acteurs alors, du système à venir, n'est-ce pas, la porte est grandement ouverte pour venir partager avec nous alors les expériences professionnelles, les expériences alors, disons, étatiques, je ne sais pas, en tout cas, comment je peux l'appeler. En tout cas, nous sommes là pour eux, qu'ils viennent alors partager encore, parce que ça ne suffira jamais. En tout cas, nous vous donnons donc rendez-vous pour le second entretien, qui va porter sur un peu les perspectives, etc., avec comme point d'orgue, n'est-ce pas, la refondation curriculaire. Parce que vous venez aujourd'hui, vous avez simplement déblayé le terrain. Maintenant, nous allons effectivement, dans le second entretien, entrer dans les détails près, en termes de contenu, en termes d'offres de formation initiale, de formation continue. Alors, comment il faut unifier ce secteur-là, etc., pour une plus grande efficacité.
Alors, d'ici là, chers téléspectateurs de Canal Éducation, nous vous exhortons à continuer à suivre, n'est-ce pas, notre programme et nous vous donnons rendez-vous prochainement. Merci. Merci beaucoup.